Voilà, donc Eric Alphen, vous êtes un ancien juge, mais vous êtes encore magistrat ou pas, ou je suis un peu en retard. Et donc vous êtes aussi auteur. On va peut-être vous demander, je vais peut-être vous demander après comment vous avez partagé votre temps de professionnel de la justice et d'auteur, comment ça s'est un peu mêlé. Et alors, vous êtes juste en 2 mots, je suis depuis peu ancien juge, hein, parce que je ne suis à la retraite que depuis 4 mois. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais quand on parle de moi dans la radio ou la télé, on me dit toujours l'ancien juge. parce que c'est ce qui est marqué. Et en fait, j'ai mis du temps à devenir ancien juge. Mais non, mais après avoir été juge, vous n'avez pas été magistrat et vous étiez juge Bah, comment? c'est la même chose, juge et magistrat. D'accord. Je ne savais pas. Et donc, en fait, j'ai été juge d'instruction. Oui, et après? Après, j'ai été en disponibilité pendant 5 ans, ce qui répond peut-être à votre question sur le partage de temps. Puis après, je suis redevenu magistrat, mais je n'étais plus juge d'instruction. Oui, c'était quoi votre titre alors? Et mon dernier poste, je présidais une chambre de l'instruction. Oui. La chambre de l'instruction de la cour d'appel, c'est ce qu'on appelait avant la chambre d'accusation. C'est la chambre qui statue en appel des décisions des juges d'instruction sur le contentieux détention, liberté, etc., sur les fins de dossier, non-lieu, renvoi devant la cour d'assises, et aussi, surtout, sur ce qu'on appelle le contentieux des nullités. C'est-à-dire quand un avocat estime que la garde à vue de son client ou la perquisition est entachée de nullité, il saisit la chambre de l'instruction. Et la chambre de l'instruction que je présidais à la cour d'appel de Paris était spécialisée dans les dossiers de terrorisme et de crimes contre l'humanité. Et donc tous les dossiers dont on a parlé, Paty par exemple dernièrement, c'est notre chambre qui finalement les a renvoyés devant la cour d'assises. Voilà, donc si on disait de moi l'ancien juge, c'est parce que je n'étais plus dans une fonction de juge unique. Oui, de juge d'instruction. J'étais dans une fonction de collégialité. Et du coup, on parle plus de la chambre, et fort heureusement d'ailleurs, que des juges qui la composent. Mais rassurez-moi, il y a des magistrats qui ne sont pas juges, ou bien c'est moi qui comprends rien? Tous les magistrats sont juges. Bon, alors je comprends rien. Dans les magistrats, il y a les juges et il y a les membres du parquet, qu'on appelle procureur de la République et substitut. En fait, le mot juge, c'est que les juges du siège. Magistrat, ça comprend juge du siège, plus le parquet, le procureur de la République, c'est-à-dire les gens qui défendent la société. C'est les avocats de la société. Nous avons un spécialiste. Mais non, d'abord, je voudrais quand même dire, parce que c'est ça qui est aussi, je pense, marquant dans votre carrière, c'est que c'est vous qui avez créé l'association Anticorps, qui est donc une association qui a eu quelques soucis il n'y a pas si longtemps, il me semble, et qui lutte contre la corruption et qui défend l'éthique en la justice. C'est-à-dire à l'époque, comme juge d'instruction, j'avais vu certaines pratiques un peu choquante de la part des politiques. Et c'était en 2002, c'est l'époque où Jean-Marie Le Pen est arrivé au 2e tour de l'élection présidentielle, et où quand on analysait, on demandait aux gens pour quelles raisons ils avaient voté Jean-Marie Le Pen, venait en 2e position l'honnêteté en politique. Ce qui est aberrant, mais c'était comme ça. C'est-à-dire que les gens pensaient que du côté du Front National, on était plus honnête qu'ailleurs. Et du coup, avec plusieurs, on s'est dit, c'est pas normal de laisser ce soi-disant combat contre la corruption aux mains d'un parti extrémiste. Et du coup, on a créé l'association Anticorps, qui au départ était une association spécialisée, enfin réservée aux élus. Et au bout de 6 mois, comme on a eu le succès que vous pouvez imaginer, on a changé les statuts pour en faire une association ouverte à tout le monde. Et pour répondre à votre semi-question, je me suis séparé au fil du temps quand même de l'association Anticorps, parce que j'ai trouvé que par rapport à l'idéal du début, du fonctionnement de l'association, qui se voulait multicarte politique et non pas... du coup, cet idéal avait été un peu corrompu à son tour. Il y avait une propension à ne déclencher des enquêtes que dans une certaine direction. Et du coup, en ce moment, je suis en train de me rapprocher d'une autre association anticorruption qui s'appelle AC Anticorruption. Voilà. Ça nous éloigne du livre, mais on va peut-être y arriver. Mais je suis pas sûre. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, là, vous êtes là aujourd'hui pour ce livre qui s'appelle Les Disparus de Dinard, que vous avez coécrit avec Pierre Poucharet. Et donc, Pierre Poucharet est un ancien commandant de police. Donc, la police et la justice marchent ensemble. Alors, ce que j'ai beaucoup appris dans ce livre, c'est justement le fonctionnement
en plus des personnages, en plus de l'intrigue, c'est aussi le fonctionnement de la justice. Parce que souvent, c'est un peu bâclé dans certains livres. Ça va un peu vite. Peut-être que les auteurs ne connaissent pas bien. Vous la connaissez bien. Et donc, c'est tout à fait intéressant de se plonger dans le fonctionnement de la justice, les relations entre le procureur, le juge d'instruction et les policiers et comment ça s'organise. Dites-moi, comment vous avez rencontré, je crois que c'est une histoire d'amitié. Alors, un petit mot juste sur l'écriture. En fait, ça fait très longtemps que j'écris. J'ai commencé, mon premier livre est sorti dans les années 90, mais j'ai des parents journalistes, donc j'ai toujours baigné plus ou moins dans l'écriture. J'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai essayé de m'y mettre. J'ai commencé un premier roman que j'ai arrêté au bout de 50 pages parce qu'il ne me plaisait pas. Et j'en ai recommencé un autre qui finalement est sorti, qui est devenu mon premier roman. C'est un roman noir qui s'appelle Bouillotte, qui est sorti dans une collection de Gallimard. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai jamais vraiment arrêté d'écrire parce que c'est quelque chose qui me plaît, tout simplement. J'aime bien jouer au tennis, je joue au tennis. J'aime bien écrire, j'écris. Parce que c'est quelque chose que, quand j'ai écrit dans une journée, j'ai l'impression de ne pas l'avoir perdu. Donc, j'ai écrit pas mal de choses. En même temps, j'aime pas toujours faire la même chose. J'aime bien changer. Et donc j'ai écrit des livres très différents sur le sport, sur la justice, sur ma mère, donc j'ai initié une série de polars chez Rivage. Dans celui-là est le troisième. J'ai un polar à sortir encore chez Rivage en mai, qui parle d'attentats et d'antisémitisme et de vengeance. Et pour répondre à votre question, dans un salon du livre, j'ai rencontré Pierre Poucharet, qui est un ancien policier qui a écrit de nombreux polars, notamment chez le même éditeur une série qui s'appelle Les Trois Brestoises, qui a été adaptée il n'y a pas très longtemps à la télévision. Et un jour, on s'est dit, tiens, mais pourquoi on n'écrirait pas une série à quatre mains ? Et il m'a présenté à son éditeur, et c'est comme ça qu'est né ce livre, Les Disparus de Dinard, avec donc deux héros récurrents, un commandant de police et une juge d'instruction à Saint-Malo. Et c'est la première fois que j'écrivais à quatre mains, à part un recueil de nouvelles. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que d'abord, l'un incite l'autre à écrire. Et notamment, parfois, il m'envoyait 3 chapitres d'un coup. Et donc après, il fallait bien que j'écrive mes chapitres à moi qui allaient s'intercaler. Et deuxièmement, on peut glisser quelques pots de banane à destination du partenaire. Et du coup, c'est à lui après de se débrouiller pour faire évoluer l'histoire vers la direction qu'a indiqué son co-auteur. Et donc, c'est un exercice intellectuel que j'ai trouvé très marrant. Est-ce que chacun avait son personnage? C'est pas ça, non? Si, chacun avait son personnage. C'est-à-dire que il y a un chapitre dans lequel on parle essentiellement du policier qui s'appelle Gabin, oui, et un chapitre dans lequel on parle essentiellement de la juge d'instruction qui s'appelle Gabrielle. Gabrielle, parce que son père était un grand fan de Johnny Hallyday. Voilà, oui. Donc voilà. Et une juge d'instruction qui aime la moto. C'est relativement... Voilà, qui aime la moto. Ouais. Et puis, ils ont chacun une famille. Et la série commence donc... avec cette histoire-là, va se poursuivre avec des histoires différentes. Donc chaque histoire a une fin, évidemment. Mais en revanche, dans les épisodes d'après, et le deuxième qui va sortir dans 3 semaines, évidemment, la vie familiale, ils ont chacun un enfant, etc., se poursuit dans les épisodes qui suivent. Et on a trouvé ça intéressant. En fait, c'est une histoire à la fois policière et judiciaire, mais en même temps, on attache pas mal d'importance aux personnages. Alors j'ai lu ça ou entendu, je ne sais plus, sur que vous aimiez en fait être accompagné par vos personnages, que pour vous c'est important dans l'écriture, presque plus que le scénario, ce sont les personnages qui vous... Dans l'écriture, dans la lecture. Ouais. C'est-à-dire que moi je suis un grand fan par exemple de romans policiers anglais, non pas américains mais anglais, et scandinaves, dans lesquels on prend le temps de s'attacher aux personnages, dans lesquels il n'y a pas un coup de feu à toutes les pages. Et ce que j'aime lire, j'ai essayé d'aimer l'écrire, en fait. Et un jour, pour ma série chez Rivage, là, quelqu'un a dit que ça ressemblait à un policier anglo-saxon. Et j'étais très content. Et c'est un compliment. Voilà. Alors, celui-là, La faiblesse du maillon, il semblerait que vous avez suivi de près une campagne électorale. Alors, voilà, haute partie de ma vie. À un moment, j'étais... dans l'entourage de l'actuel président de la République. J'y suis plus du tout. Hein.
Et j'ai été donc assez proche de certains de ses conseillers dans les années 2000, je m'y perds dans les années 2016-2017. Et donc c'est un peu cette expérience-là que j'ai essayé de retranscrire dans ce livre qui s'appelle La faiblesse du maillon. C'est donc un roman policier qui se passe pendant la période d'une élection présidentielle avec un couple. Lui est conseiller du candidat, elle est policière de l'office des sup. Et sur ce couple s'abat une menace, des éventuels chantages. Donc on ne sait pas trop bien de quoi, pourquoi et vers où ça va. Et c'est ce début d'intrigue que j'ai essayé de suivre dans ce roman-là. Oui, mais l'histoire de la campagne électorale, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se fomente, de tout ce qui enfin, en douce, ou bien, est-ce que ça aussi, ça vous a intéressé, ou est-ce que c'est pour ça que vous avez un peu quitté ce milieu-là? Ah non, c'est pas pour ça que j'ai quitté ça. J'ai quitté parce que ce qui était prévu au départ a changé. C'est-à-dire que ce qui était prévu au départ, c'est réunir la gauche et la droite, et d'autre part faire la politique d'une autre façon, qui rejoint. C'était la promesse. Qui rejoint Anticor. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, ça se passait pas du tout comme c'était promis. Voilà. Donc c'est tout. Mais pour le reste, c'est vrai que il se passe des choses dans des campagnes électorales et il se passe des choses dans le milieu politique que j'ai voulu raconter parfois de façon directe, parfois de façon plus indirecte dans ce roman-là. En fait, cette série, un mot sur cette série chez Rivage. Donc il y a là aussi deux personnages récurrents qui sont un commandant de police et un juge d'instruction qui vient de perdre sa femme dans le premier volet qui s'appelle Maquillage. Et dans le deuxième, on les retrouve enfin tels qu'ils sont. Dans ce volet-là, on les retrouve entre parenthèses. Ça m'a intéressé de les faire venir, mais très très brièvement pour l'un. Le policier commence à perdre un peu ses moyens intellectuels. Le juge s'intéresse un peu à cette affaire-là, mais vraiment en la contournant. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire apparaître des personnages qu'on a créés, mais pas forcément de les reprendre au premier plan. Dites-moi, est-ce que ça a une relation avec la réalité de votre métier? Je pourrais faire une réponse littéraire, c'est est-ce que la réalité a un rapport avec la fiction? Non, mais là je parle vraiment précisément. Et autrement, il est évident, pendant un petit moment dans mes débuts d'écriture, j'ai essayé de m'éloigner de la justice. Je voulais pas parler de la justice, je voulais pas parler des juges. Je voulais bien séparer mes deux vies. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? En fait, ta particularité, c'est que tu écris, mais c'est aussi que tu as vécu des choses en tant que juge, et c'est idiot de pas les montrer, écrire dessus, etc. Et c'est pour ça que finalement, je me suis décidé à écrire un livre avec un juge d'instruction. Et évidemment que, par exemple, un juge d'instruction n'a pas qu'une seule affaire, contrairement à ce que certains articles dans la presse pourraient laisser entendre, mais il instruit en même temps entre 70 et 100 dossiers. Et il doit tous les faire progresser. C'est-à-dire qu'il va avoir un dossier de viol, un dossier de meurtre, un dossier d'escroquerie, un dossier de cambriolage, un dossier de violence, etc. Et tous ces dossiers-là, il faut qu'ils progressent tous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils se focalisent sur un dossier. Il faut qu'il étudie et qu'il fasse avancer tous les dossiers en même temps. Et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi dans cette série-là, notamment dans le premier Maquillage. C'est que il y a des affaires, des entretiens, ce qu'on appelle des interrogatoires, etc., qui sont la résultante très fidèle de ce que j'ai pu vivre en tant que juge d'instruction. Il y a des relations avec... par exemple, ça va peut-être vous étonner, moi je dis toujours que la qualité principale d'un magistrat, c'est la froideur, et qu'il ne faut pas se laisser guider par les sentiments, et que, par exemple, j'ai pu ressentir de l'agacement vis-à-vis d'une victime de viol et de la sympathie pour un braqueur. Mais c'est pas pour autant, heureusement, que je vais libérer le braqueur et que je vais bâcler le dossier de la victime de viol. C'est-à-dire qu'il faut se détacher du sentiment, il faut mettre de côté les pensées habituelles quand on enfile même symboliquement la robe de magistrat. Et comme
auteur, c'est un peu ce que j'ai voulu aussi mettre. C'est un peu d'ailleurs ce qui peut rassembler le juge et l'auteur, c'est cette défiance, pour aller jusque-là, vis-à-vis de tout ce qui est le sentiment. L'émotion, l'émotivité. Voilà, l'émotion, oui. Ouais. Et là je reviens en tant qu'auteur, j'essaye de faire naître l'empathie sans pour autant utiliser la corde de la sensiblerie. Il y a une différence entre sensiblerie et sensibilité. Oui, mais moi c'est la sensiblerie. Oui. Oui. Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'appesantissent sur le sort de la malheureuse ou du malheureux, etc., pendant des pages, et qui se mettent à la place du lecteur. Et moi, je considère que le lecteur est assez grand pour se faire lui-même son avis sur les personnages qu'il voit défiler devant lui, sans qu'on lui dise, en gros, soyez heureux, soyez triste, pleurez et soyez larmoyant. Comme on fait, là je critique certains de mes confrères, comme on fait parfois trop souvent, oui. Notamment dans la littérature française, et que je lis peu, je le précise. Du coup, moi j'ai essayé juste, en tant qu'auteur, d'écrire des choses et de susciter plus que de marteler. D'asséner. Voilà. Oui. Alors, et là donc, est-ce que vous avez travaillé, on travaille toujours la main dans la main avec la police, ou est-ce que là aussi il y a des différents pour voir? Alors, comme juge d'instruction, il n'y a pas de doute. Je cite souvent ce proverbe le juge sans le policier n'est rien, le policier sans le juge est tout. C'est-à-dire que le juge tout seul ne peut rien faire. Il a une enquête. C'est pas lui qui va sur le terrain, c'est pas lui qui va planquer, c'est pas lui qui va faire les perquisitions le plus souvent, c'est le policier. Donc il est évident que le juge doit pouvoir faire confiance au policier avec qui il travaille, parce que autrement il n'est rien. Le policier sans le juge est tout, ça veut dire que heureusement que le juge est là, parce que le juge c'est l'état de droit, le juge c'est la démocratie, le juge c'est le respect des règles, et s'il n'y avait pas de juge, ce serait la tyrannie, puisque les policiers iraient partout où il leur semble bon d'aller. Ils auraient tout pouvoir. Voilà. Mais la conséquence du proverbe que je viens d'indiquer, c'est qu'on parle toujours de l'indépendance de la justice, etc., qui est très bien et ce qui est nécessaire, mais ça ne suffit pas, parce que si, de son côté, la police n'est pas indépendante, eh ben, il manque toute une roue à l'attelage. Et c'est la raison pour laquelle on est de nombreux magistrats à avoir réclamé depuis des années, mais on crie dans le désert là, que certains policiers soient des policiers dignes de leur nom de police judiciaire, c'est-à-dire des policiers qui dépendent du juge, qui ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur, qui ne dépendent pas de l'exécutif, qui dépendent uniquement du juge. Il me semblerait quand même que le ministre de l'Intérieur, à plusieurs reprises et depuis quelques années, a la main mise sur la police quand même, non? Mais pas depuis des années, depuis tout le temps en France. C'est bien le problème. Mais par exemple, dans l'affaire des HLM de Paris que j'évoque dans un autre livre, 7 ans de solitude, je voulais faire une perquisition chez le maire de Paris avec des policiers. Quel maire c'était? Jean Tibéri. Et avant que, juste au moment où la porte s'est ouverte, le commissaire de police avec qui j'étais était au téléphone avec le préfet de police et sa hiérarchie. Et au moment où la porte s'est ouverte et où le maire de Paris est arrivé devant moi, le policier a raccroché son téléphone et il m'a dit « Je suis désolé, monsieur le juge, j'ai reçu instruction de ne pas vous suivre. » Et parce que, en plus, oui, on était obligé dans certaines affaires de donner rendez-vous à des policiers sans leur dire l'endroit où on va aller. Autrement, ça servirait à rien de faire la perquisition. Et par exemple, à un moment, je suis allé faire une perquisition au RPR. Je suis allé dans un bureau, il y avait encore les dossiers suspendus, mais il n'y avait plus les dossiers dans les cotes oranges, il n'y avait plus rien. Il y a des fuites. Et tout simplement parce que le juge d'instruction est obligé, quand il se transporte quelque part, il est obligé d'aviser le procureur dont je parlais tout à l'heure. Et le procureur, lui, est hiérarchisé. Et donc, à partir du moment où on a dit au procureur, le procureur est obligé d'aviser la hiérarchie. Et c'est pour ça que j'avais mis au point un certain stratagème, par exemple,
j'avais demandé à un greffier d'envoyer l'avis comme quoi je me transportais à Paris une fois que j'étais déjà parti, pour essayer de gagner du temps. Ouais. Et un jour, je suis allé, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. J'avais compris que les gens qui travaillaient dans les partis politiques s'absentaient du bureau pour aller déjeuner. Et donc, je me suis présenté à un parti politique entre midi et 2. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner 40, 50, 60 fois. Mais du coup, la personne n'a pas été elle n'a pas été prévenue qu'on arrivait. Et donc, quand ils sont rentrés du déjeuner, vous étiez là. On était là, on est rentré et on a trouvé 2,4 millions en espèces dans le coffre-fort. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Ben dans ce cas-là, moi, j'étais pas saisi de ces faits-là. Donc, dans ce cas-là, on demande au procureur de la République qui vous donne un réquisitoire supplétif, ce qu'il ne va pas vous donner. Et oui, donc, c'est ce que j'allais dire, oui. Et donc, ça donne pas grand-chose. Ah. Et alors, vous êtes en colère dans ces cas-là ? Ça se passe comment ? Non, on n'est pas en colère parce que, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut être froissé, etc. Colère, c'est pas le mot. Ah bon ? En fait, il faut bien comprendre que c'est pas tout. Enfin, c'est comme tout, je veux dire. Mais quand on est dans des dossiers qui concernent de près le pouvoir en place, on sait très bien que ça va pas être facile. Et c'est comme le roman à quatre mains, c'est-à-dire que il y a des difficultés qu'on s'impose. On sait très bien que ça va pas plaire au pouvoir qu'on aille à tel endroit ou qu'on convoque telle personne. Ça fait partie du jeu, si je puis dire. C'est un jeu beaucoup plus comment dire, beaucoup plus sombre parce qu'il ne touche pas que nous, mais il touche la société. Mais néanmoins, on sait très bien qu'à la fois, heureusement qu'on est là, mais en même temps, on n'a pas tant d'illusions que ça sur ce sur quoi on va déboucher. En tout cas, dans les disparus de Dinard, à nouveau, ce qui est aussi, enfin, je pense que souvent les séries, lorsqu'il y a un meurtre, etc., on voit les policiers font que ça, quoi. Et ben pas du tout. Dans les disparus de Dinard, là, il y a des gens qui disparaissent, toute une famille, hein. Le père, la mère, 3 enfants, ils sont partis en bateau et voilà, ils ont disparu. Mais le commandant de police qui gère l'histoire, là, qui vient d'arriver, il a plein d'autres affaires à régler en même temps. Ah oui, on voit bien. C'est pareil pareil que le juge. Un petit mot là-dessus, parce qu'on s'est mis une contrainte au départ, pas forcément recherchée, mais finalement qu'on a gardée. C'est que depuis l'affaire d'Outreau, il y a une loi qui dit que, en gros, les petits tribunaux ne peuvent pas garder les affaires criminelles. Ah oui. Et donc, ça aurait dû être Et donc par exemple, en Ille-et-Vilaine, toute affaire criminelle va à Rennes et ne reste pas à Saint-Malo. Ce qui nous a empêchés de faire apparaître, dans ce livre-là, mais dans les livres à venir, de faire apparaître dès le départ, comme dans certains policiers, quelqu'un qui a été tué. Mais en même temps, on a gardé ça parce qu'on a hésité avec Pierre Poucheret à garder ça à Saint-Malo, puis on s'est dit, finalement, ça va donner de l'originalité. Donc, dans celui-là, effectivement, c'est une famille qui disparaît. On ne sait pas pourquoi, comment, ni même s'ils sont morts. Une famille riche. Dans celui qui va apparaître dans 3 semaines, c'est quelqu'un qui tombe de la tour Solidor à Saint-Malo. Et ça va déboucher sur d'autres choses. Mais du coup, cette contrainte-là nous a conduit à aller explorer d'autres voies que celle du polar classique. Il y a un meurtre, il y a le policier qui arrive, on enquête et on trouve l'auteur. Oui, enfin, en même temps, il appelle donc, je crois que c'est la juge d'instruction, qui est Gabrielle Vincent, qui appelle... Gabrielle Prigent. Prigent, pardon. Oui. Oui, c'est pas du tout la même Gabrielle Vincent. Gabrielle Prigent qui appelle son collègue de Rennes et qui débordé, qui ploie sous toutes les affaires et il s'arrange un peu pour que ça reste à Saint-Malo pendant un moment quand même. Hein. Ils font ça en duo, oui. Ouais. Mais voilà, c'est le genre de choses qui m'intéressent moi parce que ça oblige à trouver des façons un peu de biaiser sur l'histoire et donc littéralement de trouver d'autres biais d'y arriver. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'adore d'écrire à 4 mains finalement parce que on va vers des endroits qu'on n'avait pas forcément prévu d'exploiter ou d'explorer. Et ce sont de nouvelles contraintes. Voilà. Oui. Alors, il nous reste 5 minutes. C'est à vous. Qui a le courage de poser la première question ? Que ce soit sur les livres ou sur la justice en général. Hein. Il n'y a pas de... Oui.
Bah déjà parce que c'est un dossier parmi d'autres, comme je l'ai dit. Un juge d'instruction, il a énormément de dossiers. C'est pas parce qu'on ne parle pas d'un dossier qu'il n'est pas médiatique que pour autant le travail n'est pas fait. Et le juge d'instruction, il est avant tout là pour chercher la vérité. Je veux dire, il n'y a pas de plus beau métier au niveau de l'étiquette. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Tu cherches la vérité. Donc, dans énormément de dossiers, on intervient le plus souvent, pas le plus souvent, tout le temps, dans des situations de crise. Notamment, donc, le pénal, le civil, je ne sais pas si vous dites, le pénal, c'est tout ce qui est les infractions, le civil, c'est tout le reste, les troubles de voisinage, les divorces, les affaires familiales, etc. Mais essentiellement au pénal, on intervient dans des situations de crise. Au civil, on donne on donne tort à l'un, et on ne donne pas entièrement raison à l'autre. C'est au passage, ça peut expliquer pourquoi les juges ne sont pas aimés. Mais globalement, le sens de l'activité du juge, c'est pas forcément d'arriver au bout, c'est d'essayer, quoi. Déjà, dans la vie, on n'arrive jamais au bout de ce qu'on veut faire, hein. Ce qui compte, effectivement, c'est d'entreprendre. Et ce qui donne sens à la vie, c'est d'espérer faire quelque chose qui est utile à quelqu'un. Et le juge d'instruction, même si dans les affaires politico-financières, il sait très bien qu'il y a peu de chances qu'il arrive exactement où il veut aller. D'abord, au passage, on entend quand même et on tombe sur des gens et ça permet quand même de mettre à jour des pratiques illicites. Mais deuxièmement, il y a tellement d'autres dossiers où on a l'impression quand même de faire œuvre utile que oui, on se pose pas la question de savoir pourquoi on travaille là pour le coup. On sait. L'affaire des HLM de Paris, ça vous est arrivé comment? Alors l'affaire des HLM de Paris, en 2 mots, donc c'est la fin, c'est que je me suis aperçu que tous les dossiers qui étaient donnés, donc régis par la ville de Paris et par les HLM de Paris en général, en particulier, étaient donnés à des sociétés qui étaient dirigées par des copains RPR du maire de Paris de l'époque. Alors que pourtant, c'est des marchés publics. Et des marchés publics, c'est comme une dégustation de vin à l'aveugle. Vous avez un dossier, vous avez la façon dont on va répondre à l'appel d'offres, et vous décidez du mieux-disant au vu de ça. Ben là, les marchés étaient truqués, c'est-à-dire qu'on les donnait à des copains politiques, voire philosophiques, comme on dit, du maire, et des gens qui entouraient le maire. Et donc, c'est affolant quand on voit ça. C'est-à-dire que c'est des millions et des millions et des millions qui sont donnés à des copains. Et évidemment, une des contreparties, c'est que ces sociétés-là payent en plus d'être amis. Et comment je suis arrivé là? Au départ, je suis parti d'un petit dossier qui concernait une société de peinture d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. Moi, j'étais à Créteil. Et ce dossier, cette société de peinture qui venait d'être créée par un ancien policier d'ailleurs, dont on disait qu'il avait été le garde du corps d'André Malraux. Et cet ancien policier qui n'y connaissait rien en peinture a donc créé une toute petite société de peinture. Et au bout de 5 ans, elle était le plus grand fournisseur des HLM de Paris. Ouais, on voit le problème un peu. Quand j'ai joint des policiers pour leur dire que j'avais ce dossier-là et pour leur demander, il y a une autre conférence qui va commencer, pour leur dire que j'étais saisi de ces dossiers-là, il m'a très vite rappelé pour me dire oui, les noms nous disent quelque chose, ça nous intéresse de travailler avec vous. Voilà. Voilà. Des fois, ça fonctionne. Des fois, vous avez levé un lièvre et vous avez. Mais souvent, ça fonctionne quand même. Ouais. Heureusement, oui. Une question sur la justice ou sur ce que vous voulez? Alors là, c'est purement pratique. En fait, l'éditeur breton a plusieurs auteurs et ils doivent tous parler d'une région de Saint-Malo. Quand vous allez dans les locaux de la maison d'édition, ils ont une carte de la Bretagne avec des petits fanions sur les auteurs qui parlent de Brest, des auteurs qui parlent de la région de Vannes, etc. Et il y avait personne sur la région de Saint-Malo, et donc on s'y est mis. On a occupé la place. Et on c'est est même très content, pas. parce qu'en même temps, c'est une région que j'aime. J'étais passé à Dinard il y a pas longtemps. Pour information, donc ma compagne est bretonne. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, disons du Palémon, vous savez, il a commencé par publier Jeudi Lester. Alors, qui a encore une question? Allez-y, monsieur.
Alors, évidemment, chacun est libre de fonctionner comme il veut. Hein. Nous, c'est venu assez intuitivement. On s'est dit un chapitre l'un, un chapitre l'autre, un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Du coup, bien qu'écrivant chacun, on aurait pu écrire sur un peu le domaine de l'autre, mais on a considéré que l'ancien policier, il était quand même mieux à même de décrire ce qui se passe dans un commissariat, et l'ancien juge, il était mieux pour écrire ce qui se passe dans un tribunal, donc c'est venu assez naturellement. Et après, on aurait pu penser, mais là, ça rejoint ma façon d'écrire pour mes romans. Il y a des gens qui écrivent un roman qui ne se lance que quand ils ont le scénario parfait du début à la fin, et d'autres, dont je fais partie, qui se lancent sur une idée, une phrase, un personnage, et qui après laissent le cerveau fonctionner. Et moi, je préfère de 100 fois ça parce que c'est parfois impressionnant. Je vous donnerai juste un petit exemple de 2 secondes tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dans quelques minutes. Et du coup, on a fonctionné pareil, c'est-à-dire qu'on est parti sur un départ, cette famille qui disparaît, et après, on s'est laissé libre cours. Et quand je disais peau de banane tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut très bien initier une nouvelle anecdote en espérant que ça va conduire à un nouveau bout de l'enquête. Et on le fait sans en parler à l'autre. C'est-à-dire que l'autre le découvre en lisant le chapitre qui vient d'être écrit. Et c'est à lui de se débrouiller avec ça, en sachant bien que c'est boomerang. C'est-à-dire lui, à son tour, va vous faire une petite bifurcation que vous allez être obligé de suivre. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup amusé. De temps en temps, effectivement, quand il m'envoyait 3 chapitres d'un coup, je ne savais pas comment j'allais arriver en quelques jours à son niveau. Et en même temps, c'est pareil. Moi, parfois, à un moment, je lui ai envoyé un truc dans le roman qui va sortir en créant l'apparition de gendarmes, ce qui n'était pas du tout prévu. Et il m'a envoyé un mot en disant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ces gendarmes? Et ben voilà, on s'est débrouillé. Finalement, ça se passe très bien. En fait, vous vous amusez. Il faut essayer de s'amuser. Moi, j'ai toujours privilégié ça, le côté ludique des choses, en fait, même dans les choses difficiles. Et la petite anecdote que je voulais raconter, mais très très rapidement. Mon premier roman, donc au bout de 30 pages à peu près, le narrateur, qui est un gars un peu bizarre, rencontre une ancienne camarade d'école. Elle lui raconte sur sa vie, des choses sur sa vie, et notamment sur le fait que le père de ses enfants était mort juste après la naissance des enfants. Et puis dans mon esprit, je ne pensais pas du tout la revoir quand j'ai écrit la scène, cette ancienne camarade d'école. Et puis... 100 pages plus loin, finalement, le narrateur décide de la rappeler. Et ils parlent ensemble du suicide. Et elle a sur la position de suicide un point de vue assez catho basique. C'est pas nous qui décidons de mettre fin à notre vie, etc., etc. Et je me dis, il faut que je regarde les prénoms que j'avais donnés 100 pages avant, donc quasiment 9 mois avant, aux enfants, pour voir si ça colle avec le personnage catho qu'elle est devenue, cette femme qui devait apparaître de façon éphémère. Et j'ai eu la surprise de voir que je les avais appelés Jean et Marie. Ce qui veut dire sur la force de l'inconscient, que quelque part, même si je me l'étais pas encore admis et formulé, je savais très bien qu'elle allait être catho et que peut-être elle aurait son mot à dire sur le suicide. Voilà. Et ben ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut faire que si on se laisse aller dans le brouillard au début, et non pas... Moi, j'ai essayé de faire un scénario, par exemple, de série ou de film, mais c'est hyper compliqué parce que tout doit être écrit au départ, en fait. Le synopsis est contraint. Et du coup, voilà, c'est le mot contraint. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la liberté, et ça me convient beaucoup moins bien, en fait. Voilà. Vous avez encore... Allez, on a encore un instant. Allez-y. Oui. Donc on dit que la justice est lente, et je peux comprendre quand un juge s'occupe de 50 à 70 affaires. Est-ce que l'IA peut accélérer les choses? Alors c'est très drôle parce que je fais par ailleurs des petites tribunes de temps en temps dans le journal Marianne. Et celle que j'ai faite il y a 2 jours parle justement du problème que vous évoquez, en disant qu'on plaidait tous coupables, en fait, parce que c'est scandaleux. Les délais de la justice, c'est scandaleux.
En matière de divorce, parfois quand il y a un appel, il faut 3 ans pour avoir la décision. En matière prud'homale, pareil, il faut 3 ou 4 ans pour avoir la décision, pour avoir donc des dommages-intérêts quand il y a un licenciement abusif, et c'est scandaleux. À l'inverse, le garde des Sceaux, ancien ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux prévoit 2 recettes, j'emploie le mot à dessein, 2 recettes importantes. La première, c'est d'instaurer en matière criminelle ce qu'on appelle le plaider coupable, le plea bargaining anglais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand on reconnaît les faits, on passe devant le procureur dit, ça, on vous propose 5 ans. Si vous êtes d'accord avec les 5 ans, c'est avalisé par un juge et il n'y a pas de procès. Donc, le garde des Sceaux actuel propose d'étendre ça en matière criminelle, c'est-à-dire en gros, il y a un meurtre, vous reconnaissez le meurtre, il n'y aura pas de procès. Mais et les parties Justement, il n'y aura pas de procès, alors que les victimes ont besoin de plus en plus de cette phase à la fois de rédemption, d'explication, de éventuellement renaissance qu'est le procès. Mais peut-être que les coupables aussi en ont besoin. Et les coupables aussi, tout le monde a besoin. Et donc, première recette, c'est priver les gens d'un procès. Deuxième recette, on trouve que quand même les assises, ça prend trop de temps. Et donc, plutôt que de juger une affaire en 3 jours, on va la juger en 1 jour. C'est pas la peine de convoquer les experts, c'est pas la peine de convoquer les témoins, c'est pas la peine d'interroger de façon ferme les accusés ou les plaignants. Ça, c'est hyper inquiétant pour répondre à votre question. Et c'est ça que j'ai dit dans la tribune que j'ai faite il y a 2 jours, c'est-à-dire que le seul problème déjà, c'est qu'il faudrait complètement réformer la procédure pénale. Il y a peut-être des interrogations à formuler et des choses à faire sur la procédure d'appel. Je pense que peut-être on pourrait s'interroger sur la création d'un filtre d'appel. Et dans certaines affaires, par exemple, peut-être que c'est pas la peine de faire des appels, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faudrait réfléchir là-dessus. Il faut évidemment multiplier les postes de magistrats et les postes de greffiers. Il faut savoir qu'actuellement, il y a certains procès criminels qui ne sont pas audiencés parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, mais aussi il n'y a pas assez de salles d'audience. Il n'y a pas assez de salles d'audience. Et donc, des procès qui auraient dû être audiencés et jugés dans l'année, parfois ne passent pas avant 2 ou 3 ans. Ce qui veut dire aussi que parfois, dans des dossiers criminels, parce qu'il y a des délais de détention, on est obligé de relâcher les gens. Donc, il y a un véritable problème qui a été aggravé par le fait qu'avant, on ne faisait pas appel dans les dossiers criminels parce qu'on estimait qu'à partir du moment où il y avait les jurés, donc les citoyens qui avaient jugé, ils étaient souverains et qu'il n'y avait pas besoin de faire appel. Et finalement, ça se passait très bien. Hein. Maintenant, donc il y a 15 ans, on a instauré l'appel en matière criminelle et en même temps, on est en train de minorer l'intervention des jurés. Il y a de moins en moins de jurés. La cour criminelle départementale, il n'y a plus de jurés. Les cours d'assises terroristes, il n'y a plus de jurés. Les cours d'assises en matière de délinquance organisée, il n'y a plus de jurés. Donc, il y a de plus en plus de magistrats, par contre, parce qu'il faut bien des gens pour juger. Et ces magistrats qui vont juger les assises ou les cours criminelles départementales, ils sont plus dans leur cabinet d'instruction pour enquêter, ils sont plus dans leur cabinet de juge d'affaires familiales pour divorcer. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses à faire, mais en tout cas, la réponse que donne l'actuel garde des Sceaux, qui est en gros de faire une mauvaise justice, c'est évidemment pas la réponse adéquate. Je crains qu'il fasse... Voilà, d'accord, ok. Et bon, c'est fini. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis voilà.